Bonsoir à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Donc pour ce point de marché de vendredi soir, hein, peut-être la plupart d'entre vous, vous verrez ce point de marché sans doute le week-end, hein, le week-end du 4 décembre. Donc pour, voilà, pour vous raconter un petit peu ce qui a pu se passer, cette semaine et ce qui pourrait arriver, durant les prochains jours ou les prochaines, semaines. Alors, comme, le titre de la vidéo l'indique, ça sera intitulé «Omicron et inflation, quel scénario?» Alors, bon, je commence par les différents disclaimers, hein. Je vous laisse, voilà, quelques secondes pour lire ou faire une copie d'écran. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Donc, alors, on va faire un résumé de l'actualité. Donc il y a 2 choses, hein, qui préoccupent, hein, qui focalisent l'attention des marchés. On a, Omicron, donc Omicron, c'est le nouveau variant du coronavirus, hein, apparu en Afrique du Sud, et on a également, l'inflation. Alors, donc on va commencer donc par le variant Omicron qui, génère, hein, de grandes incertitudes puisqu'il a été le prétexte, il y a une semaine d'une chute des marchés, hein, donc vous vous souvenez, hein, le CAC 40 qui a, enfoncé, hein, d'une traite, avec un gros gap baissier, les 3 supports, 7 000 points, 6 944 et 6 916. Et ça a été la même chose pour les grands indices mondiaux. Et évidemment, ce gap, au moment où je vous parle, est loin d'être comblé. Et évidemment, la cause, le prétexte en tout cas, c'est ce variant qui pourrait entraîner pas mal de choses. Alors, qui dit grandes incertitudes ne veut pas dire non plus fatalisme. Le variant, donc baptisé Omicron, semble, ce que l'on sait, se propager très vite, beaucoup plus vite que, le variant, dominant actuel, le variant, entre guillemets «indien», dit delta. Il semblerait qu'il soit résistant au nouveau vaccin, hein, il aurait, le variant delta a 2 mutations, dans sa protéine spike. Alors je suis pas médecin, mais voilà, 2 mutations, alors que ce variant, donc Omicron, présente, 35 ou 36 mutations. A priori, il pourrait, échapper, au vaccin. Mais voilà, on est ici pour se poser des questions, on n'est pas ici, voilà, pour faire preuve d'un optimisme béat ou d'un fatalisme. Est-ce qu'il est pour autant plus dangereux? Est-ce qu'il est plus létal? Moi, pour le moment, j'en sais rien, je suis pas médecin. Voilà, pour le moment, on voit qu'il se propage très vite, hein. En une semaine, on a énormément de pays, qui sont atteints par le virus, hein. Dernièrement, il y en a même en France, en Île-de-France, aux États-Unis. Mais pour le moment, en tout cas, par ma connaissance, on n'a pas d'informations sur la létalité. On n'a pas, voilà, un taux de mortalité qui semble, plus élevé, que les souches précédentes. Pour l'heure aussi, ce variant ne semble pas provoquer de vagues d'hospitalisation, de décès, donc il faut pour moi rester prudent. Donc si Omicron, imaginons, si Omicron, donc le variant Omicron, est résistant au vaccin, plus contagieux que le variant Delta, mais qui soit bénin, bah, finalement, il peut s'agir d'une grande aubaine pour la population mondiale qui va finalement acquérir, bah, l'immunité collective. Parce que si on se retrouve avec un variant du coronavirus, du Covid, qui se balade, qui contamine tout le monde, qui échappe au vaccin, donc qui va vraiment contaminer tout le monde, mais qui ne provoque au final qu'un simple rhume, bah finalement, ce variant-là sera finalement une sorte de vaccin naturel, contre, des formes de coronavirus peut-être plus graves. Donc c'est pas forcément si négatif. Par contre, effectivement, au moment où je vous parle, il y a beaucoup d'incertitudes, on n'en sait rien. Moi, je suis juste là pour, voilà, pour vous amener à vous poser des questions, pour ne pas sombrer dans l'optimisme béat ou dans l'alarmisme. Mais voilà, je suis là pour, voilà, pour vous faire un résumé un petit peu de ce qui se dit dans les milieux, dans les salles de marché et dans les milieux, scientifiques et médicaux. Donc voilà pour le variant Omicron. Alors, deuxième source, effectivement d'incertitude, c'est l'inflation. Alors je donne, donc on a une inflation transitoire sur, plusieurs mois ou plusieurs années.
C'est évidemment un petit, voilà, une petite blagounette. Alors, Jérôme Powell, hein, patron de la Fed, a reconnu que l'inflation n'est plus si transitoire que cela. Donc on voit voilà, une légère, déviance, hein, de sémantique. Alors, le marché peut interpréter cela de 2 manières. Soit il s'agit d'un discours pour préparer les marchés à un resserrement monétaire imminent, soit il acquiesce que l'inflation ne sera pas temporaire, mais il est prêt à la laisser, filer. Donc là, voilà, il y a 2 manières d'interpréter cela, hein, voilà, soit c'est temporaire, enfin, soit c'est pas temporaire et puis on va agir, contre l'inflation, soit, c'est temporaire mais on fera pas grand chose ou alors on fera semblant de faire quelque chose et puis au final on rétropédale. Ce sont les 2, voilà, les deux attitudes possibles, les 2 interprétations possibles, que peut faire le marché. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Alors pour la zone euro, alors Christine Lagarde a pris le contre-pied de Monsieur Powell. Donc Christine Lagarde, patronne de la BCE, qui continue à nier le caractère persistant de l'inflation. Alors, mais elle est quand même de plus en plus démentie par de hauts responsables européens. Donc voilà. Donc bah, il semblerait que même en Europe, on pourrait finir par admettre que cette inflation-là n'est pas si temporaire que cela. Alors moi, ma position, vous la connaissez, hein, j'ai fait une vidéo, hein, sur l'inflation et les pénuries, comment en profiter. Donc moi, c'est mon point de vue, je pense que l'inflation ne sera pas, ne sera pas temporaire, elle sera même, voilà, elle sera même assez élevée et risque de durer assez longtemps. Néanmoins, il s'agit d'une chaîne, heu, non pas dédiée à l'inflation, mais dédiée à la liberté financière. L'objectif, c'est de conquérir sa liberté financière, quel que soit le scénario. Je suis pas là pour promouvoir un scénario plutôt qu'un autre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, voilà, la surprise que je vous annonce. À la fin, enfin, à la fin du mois de décembre, peut-être autour du 20 décembre, je vais m'entretenir avec un économiste, donc un économiste qui a pignon sur rue et qui lui, bah, lui, il est contre, enfin il va à l'encontre du consensus, il n'est pas d'accord non avec le consensus et avec moi. Lui, il pense au contraire qu'on est à la veille d'un très gros mouvement de déflation, hein. Donc non pas d'inflation, mais plutôt, qu'on a enfin l'inflation, voilà, lui, il y croit clairement pas et je vais m'entretenir, avec lui parce que ça m'intéresse d'avoir son point de vue. Parce que moi, mon objectif, hein, je suis pas là pour vous vendre de l'inflation ou des scénarios, hein. Moi, je suis là pour gagner de l'argent, quel que soit le scénario. Donc voilà, donc je suis prêt à me faire violence et à, échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Voilà. Et donc justement, ça m'amène voilà, à cette prochaine slide. Moi, ce que je fais, hein, vous commencez un petit peu à me connaître, moi je cartographie des scénarios. Moi, mon objectif, c'est que mon patrimoine, progresse, hein, c'est que mon patrimoine augmente, quels que soient les prétextes, des marchés, des analystes et cetera. Moi, ce que j'ai envie, c'est de gagner de l'argent, on va dire, ou d'en perdre le moins possible, quel que soit le scénario. Alors, aujourd'hui, on a 2 inconnus, donc c'est pour ça que je fais ce tableau, hein. N'hésitez pas à faire une copie d'écran là de ce tableau. Il y a Omicron et il y a l'inflation. Donc évidemment, il y a plusieurs cas. Si Omicron, finalement, s'avère bénin, il est bénin, donc premier cas, il est bénin, c'est finalement un rhume très contagieux qui est bénin ou contre lequel on a un vaccin. Parce que bon, j'ai mis bénin, mais ça peut être aussi virus, un peu comme le delta, mais sur lequel les vaccins vont très très bien marcher. Et qu'en même temps, on sait jamais, l'inflation s'avère être vraiment que transitoire. Donc c'est pas ce que je pense, mais voilà, il y a certains économistes pensent que que l'inflation est un volcan éteint et moi j'écoute tout le monde. Dans ce cas-là, ça serait génial. On va avoir un virus qui va disparaître, qui sera maîtrisé d'une manière ou d'une autre par les vaccins ou qui va disparaître, et une inflation, transitoire. Donc là, c'est génial parce qu'on partirait sur un scénario avec une reprise vigoureuse de la croissance, avec des gains qui s'accompagneraient de révolutions technologiques et de gains de productivité. Donc croissance et baisse de l'inflation.
Donc là, c'est vraiment le scénario génial, c'est ce que j'appelle le scénario boucle d'or, donc que vous voyez, sur le tableau, ci-dessous. Donc là, c'est génial, c'est parfait. Maintenant, il y a un deuxième scénario. Supposons que Omicron soit bénin, que le Covid soit maîtrisé de manière générale, mais que l'inflation est persistante. Donc c'est un scénario qui a quand même des chances de se réaliser, parce que même si le variant Omicron n'est pas forcément bénin, mais qu'il y a des vaccins, bah, on serait quand même dans la situation de Omicron variant bénin et inflation persistante. Là, bah justement, c'est une case blanche, il y aura deux scénarios possibles. Donc là, il faudra surveiller de très près l'attitude des banques centrales. Soit les banques centrales auront une attitude dite colombe ou dovish, hein, en anglais, c'est-à-dire qu'en gros, bah, elles laissent filer l'inflation, donc on a une inflation persistante avec un virus qui est maîtrisé. Et les banques centrales disent ok, on laisse filer l'inflation, on se met en arrière du marché, de la courbe d'inflation. Et là, dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un emballement, un coût inflation boucle prix salaire. Et là, on se retrouve dans ce qu'on appelle un scénario de stagflation. Donc ça, c'est un scénario qui est, pour moi, n'est clairement pas à exclure. Soit les banques centrales décident vraiment de taper du poing sur la table, hein, c'est-à-dire de faire un tapering d'abord, donc on réduit la planche à billets et ensuite on monte les taux. C'est ce que Jérôme Powell semble indiquer aux États-Unis. Bon, a priori, voilà, si c'est comme en 2018 où on fait une ou deux hausses des taux et ensuite on rebaisse aussitôt, c'est pas un vrai scénario au quiche, hein, un scénario faucon. Donc là, dans ce cas-là, si jamais on monte quand même les taux, on fait comme Paul Volcker en 1980, là on aura un scénario d'austérité, c'est-à-dire qu'on aura vraiment une inflation que l'on va casser, on va casser aussi une partie de la croissance, et là on aura un scénario vraiment plutôt de déflation, de crise, comme au début des années 80. Donc ça c'est la ligne du haut. Deuxième gros cas, Omicron est un virus dangereux, un peu comme le Delta, hein, le variant indien, enfin dangereux, qui a quand même un taux de mortalité pas négligeable, dangereux, qui échappe au vaccin pour un moment. Et là, dans ce cas-là, on partirait sur un scénario confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, etc., etc. Et donc là, on tomberait, hein, alors là, quel que soit le niveau d'inflation, bah, là, on tomberait dans ce que j'appelle le scénario dit Covid-22, c'est-à-dire on repartirait un peu dans un scénario comme mars 2020. Donc, a priori, si jamais on repart pour des confinements, bah, l'inflation va retomber, hein. On risque d'avoir une inflation effectivement transitoire, parce que de toute façon les gens vont plus consommer, plus personne va au restaurant, plus personne ne voyage, on revient dans un scénario de confinement. Donc l'inflation va s'effondrer d'elle-même et les banques centrales du coup réactiveront la planche à billets, et cetera. Donc on se retrouverait dans un scénario que j'appelle Covid-22. Et donc ci-dessous, bah, je rappelle, hein, ça c'est un tableau que j'ai depuis maintenant presque un an, hein, que je présente un petit peu lorsque j'ai des séminaires de formation des conseillers en gestion de patrimoine, hein. Je leur présente un petit peu ce tableau avec les différents scénarios et l'impact sur les différentes classes d'actifs. Voilà, donc voilà, prenez un petit peu le temps de faire une copie d'écran et d'analyser un petit peu ces scénarios avec les impacts sur les différentes classes d'actifs. Donc voilà, bah, au-delà de ça, moi je pense c'est important que vous ayez un petit peu ce raisonnement, de raisonner par scénario, de ne pas partir bille en tête sur un scénario et de mettre toutes vos billes sur un scénario bien précis. La conquête de la liberté financière, à mon sens, elle doit nécessairement s'accompagner de stratégies de type gestion de patrimoine et pas de stratégie de spéculation sur un scénario plutôt qu'un autre, sur une classe d'actifs plutôt qu'une autre. Pour moi, il faut privilégier l'ensemble des classes d'actifs et associer une pondération qui dépend de votre vue sur les différents scénarios, hein. Chacun d'entre vous peut avoir une vue du scénario qui va pouvoir arriver dans le futur, mais avec des garde-fous si jamais un scénario adverse venait à se produire. Voilà un petit peu la vue, en tout cas c'est comme ça moi que je raisonne depuis des années et des années, avec vraiment cette approche vraiment par scénario, avec un scénario central et un scénario contrariant. Alors, bon,
Une fois qu'on a fait cet exercice, donc cet exercice, j'essaye de le faire, alors pas à chaque point marché, mais j'essaye de le faire quand même régulièrement, surtout quand on a comme ça des zones de bascule, hein, comme en ce moment. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire cet exercice, ce qui ne va pas m'empêcher dans la suite de la présentation, bah, de vous faire de vous présenter un peu les différents, graphiques, de marché. Alors la semaine dernière, exceptionnellement, vu la violence à laquelle, les marchés ont évolué, ont chuté, notamment pour la plupart d'entre eux, je n'allais pas vous parler d'analyse technique, chartiste, ça avait vraiment aucun sens. Ça avait vraiment aucun sens. Aujourd'hui, voilà, je reste quand même très prudent, hein. Si Pfizer nous annonce un vaccin et cetera, ça peut bouger très, très vite. Mais là, c'est intéressant, bah, de se poser et de voir un petit peu où l'on en est, d'un point de vue graphique sur les différentes grandes, classes d'actifs et où ça peut évoluer. Alors, commençons maintenant par le marché des taux, le marché obligataire européen. Donc là, visiblement en Europe, on semble pas vraiment croire à l'inflation, ou voilà, parce qu'on voit bien, regardez, hein, les taux français viennent de repasser, négatifs, hein, l'OAT. Et le prix des obligations, bah, remonte, hein. Vous voyez bien la courbe, le prix des obligations allemandes, hein, là j'ai pris le Bund allemand, bah, remonte, donc ça veut dire que les taux continuent à baisser. Donc a priori, hein, le marché de taux, en tout cas, européen, ne semble pas croire à une inflation, prolongée, ou tout du moins, il ne pense pas, même s'il y a inflation prolongée, il ne pense pas que la banque centrale, fera quoi que ce soit pour contrer cette inflation si elle venait à durer. Voilà, donc voilà, le marché pense que, voilà, il n'y a pas, soit l'inflation est transitoire en zone euro, soit que la BCE, de toute façon, laissera filer l'inflation, ne fera rien pour lutter contre l'inflation. En tout cas, c'est comme ça que le marché interprète, les choses pour le futur. Alors on va passer maintenant aux actions. Alors le CAC 40, donc vous voyez un petit peu cette baisse, hein, vous voyez cette chute, hein, du CAC 40, heu, voilà, qui s'effondre. Mais là, voilà, depuis une semaine, on est dans un range, situé entre, 6666, donc c'était, qui était une ancienne résistance devenue support, et là, on voit bien très clairement que le CAC 40 est coiffé vraiment maintenant par, de nouveau, 3 résistances qui étaient 3 supports, mais c'est devenu 3 résistances, hein. La résistance des 7000 points, donc résistance symbolique, hein. La résistance des 6944 points, donc qui est le sommet atteint par le CAC 40 en 2000, et la résistance des 6916 points, qui est le dernier, qui est le sommet annuel du mois d'août 2021. Donc là, on a un CAC 40 qui évolue, hein, depuis une semaine, hein, dans ce range assez large, entre 6666 points et 6916 points. Donc voilà, là on a une semaine de consolidation, de respiration, après la forte baisse de fin de semaine dernière, hein, suite à la découverte du variant, Omicron. Donc là, évidemment, bah, tout dépendra, est-ce que l'on va casser par le haut ou par le bas? Donc là, si on casse, par le haut, alors pour moi, casser les 6916, points, les 6944 et les 7000, pour moi, hein, je peux me tromper, mais la cassure de ces 3 résistances, elle ne peut se faire, à mon sens, que si on arrive à se rassurer au niveau du variant Omicron. Pour moi, c'est ça. Par contre, on peut très, très bien à court terme, hein, regardez où est-ce qu'on est, on peut très, très bien à court terme enfoncer le seuil des 6666 points. S'il y a des nouvelles inquiétantes sur sur ce variant, du Covid, ou s'il y a des nouvelles, voilà, sur la BCE qui commence à dire qu'elle va peut-être taper, contre l'inflation. Là, on pourrait enfoncer le seuil des 6666, et là on voit, hein, le prochain support, il serait à 6400 points. Enfin, on n'en est pas là pour le moment. Voilà, on oscille dans ce range entre 6666 et 6916. Alors, sur le Dow Jones, la configuration, graphique, on va dire, elle est un peu plus défavorable que le CAC 40, puisque là on a un peu, enfin on a un range, une tendance de correction
qui commence à dater d'un peu plus longtemps, on va dire, que le CAC 40. Et on a de nouveau, hein, 2 grosses résistances, les 35 000 points et les 35 500 points qui coiffent, hein, qui empêchent le Dow Jones de repartir à la hausse. Donc là encore, hein, comme pour le CAC 40, s'il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles sur le variant Omicron, a priori, ça va être compliqué de casser à la hausse les 35 000 et les 35 500 points. D'autant plus que outre-Atlantique, Jérôme Powell a reconnu publiquement que l'inflation n'est pas transitoire. Il y a aussi ce problème d'inflation, de comment la Fed, à court terme, va traiter l'inflation avec un risque de tapering. C'est-à-dire qu'il est possible que même si le variant Omicron soit résolu, on va dire, se résolve de lui-même, il est possible que les marchés tout de suite enchaînent avec la question suivante. Mince, d'accord, ok, Covid n'est plus un problème, mais quid de l'inflation et quid de la, de la réaction de la Fed vis-à-vis de l'inflation. Donc pour le Dow Jones, on a cette problématique, hein, cette double résistance à franchir, d'autant plus, alors je ne l'ai pas mis ici sur les graphiques, qu'il y a aussi cette problématique du dollar fort, hein. On a quand même un dollar qui, voilà, qui s'est quand même beaucoup renforcé face à l'ensemble des devises et aussi face à l'euro. Et ça pèse sur l'indice Dow Jones. Donc là, techniquement, le Dow Jones peut très très bien aller chercher les 33 500 points, qui est le prochain gros support. Si jamais, voilà, si jamais les nouvelles ne sont pas, si on n'a pas de meilleures nouvelles dans ces prochains jours, le Dow Jones peut très très bien techniquement aller chercher assez rapidement la zone des 33 500 points. Alors, sur la Chine, là, alors c'est très très intéressant. Sur la Chine, on n'a pas eu. Donc vous voyez là, on a un graphique de long terme, hein, de plus long terme. Donc là, vous voyez décembre. Hein, là, je mets le curseur. Le variant Omicron a eu aucun effet sur la bourse chinoise. On n'a pas eu de gap baissier. Néanmoins, voilà, l'indice chinois reste depuis début août, hein, fin juillet, dans un range entre 14 520 points et 16 200 points. Donc on est dans ce large range où voilà, la bourse chinoise, elle fluctue depuis le milieu de l'été dernier. Donc là, on a à noter quand même, hein, que la bourse chinoise est en baisse depuis maintenant sur un an. C'est c'est le seul indice qui est en baisse sur une année depuis février 2021. On a un trend baissier sur la Chine, hein, lié notamment aux problèmes avec les promoteurs immobiliers, avec Evergrande, mais aussi à l'attitude du gouvernement chinois. Je rappelle, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, la Chine et l'Occident n'ont pas la même manière de voir les choses, hein. En Occident, aux États-Unis, en Europe, on est dans un système de privatisation des gains et de socialisation des pertes. C'est-à-dire que quand des entreprises, des promoteurs immobiliers, des grandes banques font excusez-moi du terme, des conneries, en fait, tout de suite, les États arrivent, font marcher la planche à billets et solvabilisent tout le monde, hein. On sauve tout le monde. Lorsque les entreprises font de bonnes opérations, hein, qu'est-ce qui se passe? On privatise les gains. C'est-à-dire que ce sont les patrons de ces entreprises qui tirent à leur profit les gains liés à leur bon feeling, comme on dit. Donc ça, c'est ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. En Chine, c'est pas pareil. En Chine, ce que font les Chinois, c'est-à-dire ils sont prêts, lorsque des entreprises font des bêtises, ils sont prêts à laisser couler les actionnaires, à laisser couler les créanciers et à sacrifier les grands patrons, à les envoyer voilà, en stage de découverte de la vie, on va dire, alors c'est pas des camps, mais à la campagne, on va dire, pour leur montrer le droit chemin. Donc les autorités chinoises sont assez dures vis-à-vis des preneurs de risques, vis-à-vis des grands patrons. Ce qui n'est pas le cas en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est pour cela, c'est un peu ce qui explique pourquoi la bourse chinoise est moins résiliente que les bourses occidentales et qu'elle s'inscrit dans une tendance baissière depuis à peu près un an. Voilà. En gros, en Europe, aux États-Unis, on préférera pour le moment sacrifier la monnaie pour sauver
des intérêts, quelques intérêts privés, hein, sauver les actionnaires et les créanciers. En Chine, on est clairement prêt pour le moment à sacrifier les actionnaires et aussi à sacrifier les créanciers qui auraient par exemple prêté à Evergrande. Donc ça c'est important d'avoir cette différence de vue fondamentale entre les zones et c'est ce qui explique cette analyse chartiste graphique hein, qui est, on va dire, plus défavorable aux actions chinoises qu'aux actions européennes et américaines, avec une réserve quand même. Hein. On a quand même, enfin, les indices chinois ont quand même mieux résisté à cette crise, hein, cette nouvelle crise du variant Omicron, puisqu'on voit qu'on est toujours hein, dans ce range depuis l'été 2021. Alors, sur les métaux précieux, l'or, évidemment, voilà, s'inscrit, voilà, sur le depuis la découverte, hein, le variant Omicron, l'or ne fait pas grand-chose. L'or, en fait, il faut regarder l'or sur un graphique de plus long terme. L'or est dans une tendance de consolidation qui a démarré en août 2020, depuis 18 mois. Et là, on voit, on a des pics hein, de plus en plus bas. On a le record à quasiment 2100 points touché en août 2020. Puis on a un nouveau sommet plus bas en octobre 2020. Puis on a un sommet encore un petit peu plus bas début 2021. Puis un sommet encore plus bas à la fin mai 2021, donc aux alentours de 1900. Et là, on a touché courant du mois de novembre un sommet on a cru que ça y est, on allait remonter, et puis non, un nouveau sommet à peu près 1860, 1870. Donc on a des sommets de plus en plus bas, donc ce qui est un signe vraiment d'une consolidation de moyen terme. Hein, 18 mois, ça commence à faire long, mais on n'a pas non plus une débâcle hein, sur l'or, puisqu'on a cette résistance, ce support hein, de 1675 points hein, qui a bien résisté, aussi bien en mai 2020 que au début de l'année 2021 et à la fin de l'été 2021. Donc on a ce support, on a ce triangle de consolidation. Pour l'argent c'est à peu près la même chose. On a un canal hein, de consolidation qui a démarré en juillet-août 2020. Et on est dans ce canal, hein, ce large canal entre 21,75 $ l'once et 30 $ l'once. Alors la consolidation, elle est quand même la figure graphique de l'argent est quand même plus fragile que l'or. Hein. On voit bien que on est quand même beaucoup plus proche du bas du canal que du haut. Et le seuil des 21,75, ben, il a des chances quand même d'être testé. Hein. On a tenté une épaule tête épaule inversée que vous voyez là, hein, épaule tête épaule inversée. Je vous en avais parlé, mais malheureusement, bah, elle a échoué puisque on repart à la baisse. Donc là, on a un très très long canal de consolidation de l'argent. Donc il faut vraiment surveiller le seuil des 21,75 parce que s'il est cassé à la baisse, on pourrait avoir une forte baisse de l'argent. Sachant que cette semaine, Bank of America qui a vendu énormément de contrats sur l'argent. Donc là, je vous renvoie à la chaîne de Guillaume, hein, alias Petit Capitaliste Libéral, qui a fait une très belle vidéo là-dessus. Donc on a de grandes banques, hein, notamment Bank of America, qui quelque part manipulent, qui tirent vers le bas, qui vendent énormément de contrats sur l'argent. Alors pourquoi ça, je ne suis pas dans leur tête, mais voilà, il y a des institutionnels, de grosses banques qui vendent les contrats sur l'argent. Pareil un petit peu sur l'or, on sait que la Chine essaye d'accumuler de l'or pour ancrer le yuan chinois sur l'or, ce qui aussi provoque, d'après les analystes, une pression, on va dire, une pression baissière sur l'or. Donc, quoi conclure? Pour moi, si vous avez une vision de trading, on va dire, de vision court terme, moi je dirais l'or, l'argent, attention, on est quand même, voilà, on est sur des niveaux, hein, que ce soit sur l'or et l'argent, on est quand même sur des niveaux, voilà, on teste, hein, on teste les gros supports qui, s'ils venaient être enfoncés, on pourrait avoir une correction assez forte. Donc si vous êtes de court terme,
Voilà, faites attention. Maintenant, si vous avez une vision patrimoniale, moi j'ai une vision patrimoniale, je m'amuse pas à faire du spiel, hein. Si vous avez une vision patrimoniale, sur, de long terme, heu, on pourrait avoir des bons points d'entrée sur, l'or et l'argent, parce qu'on a eu une très forte impression monétaire, hein, sur ces derniers mois, depuis, le covid justement, depuis de mars 2020, et donc investir sur l'or et sur l'argent, ça peut être, intéressant, dans une optique patrimoniale. Alors on peut investir de plusieurs manières, hein, sur l'or et l'argent, soit via des pièces, hein, on achète des lingots, des pièces d'or, soit on achète des CFD. Donc là, on va sur les plateformes de trading, avec des brokers, on achète des CFD sur l'or ou l'argent. Soit on peut acheter, des minières, hein, ou des fonds, indexés sur des minières aurifères ou argentifères via, notamment des assurances vie. Voilà un peu, sur ce que j'avais à dire, hein, sur l'or et l'argent. Alors on termine sur, le bitcoin. Alors le bitcoin, il a pas fait grand chose, hein, vous voyez, hein, depuis la mi-novembre, il fait pas grand chose. Il est en dessous des 60 000 points, au-dessus des 55 000 points. Voilà, on est dans un tout petit range, hein. La volatilité, sur le bitcoin, elle s'est littéralement effondrée, et tout ce qui s'est passé avec Omicron, le bitcoin, on le voit à peine, hein. C'est un peu comme la bourse chinoise, hein. Il y a pas grand chose à noter. Voilà, donc voilà. Mais quand même, le Bitcoin reste, sous pression, sous le double top, hein, des 65 000, 70 000 points, hein, qui n'a pas pu être franchi, hein. Avril 2021, on a tenté de tenter de franchir les 65 000, 70 000 points sans succès. Ensuite, on a retenté en octobre et début novembre de casser les 65 000, 70 000 points. Nouvel échec. Donc voilà, il y a quand même une pression baissière sur le Bitcoin, mais voilà, pour le moment, on est loin, d'être dans une débâcle baissière, hein. Pour la première fois, la volatilité, du Bitcoin, on va dire, elle est drôlement faible, elle est drôlement basse, par rapport à ce qu'on avait été habitué, sur le Bitcoin. Alors que, à contrario, hein, la volatilité sur les marchés actions, elle a explosé à la hausse, avec un VIX qui a, franchi les 25 points. Donc voilà, voilà pour, cet aperçu des différents marchés. Alors en conclusion, cette semaine, les marchés, ils ont pas fait grand-chose, hein. Ils ont fait du yo-yo entre leur support et leur résistance, hein. Donc on attend d'en savoir plus sur ce variant, Omicron, et dans une moindre mesure, sur l'inflation. Voilà, donc on a fait du yo-yo, et à mon avis, ce qui va driver, les prochains jours, les 2 prochaines semaines, ça sera, l'appréciation que l'on se fera sur Omicron, sur ce variant Omicron, et sur l'inflation. Donc à surveiller, donc évidemment, l'actualité sur le variant Omicron. La dernière réunion de la Réserve fédérale, pour voir, s'il y aura vraiment une accélération du tapering, et si on a un calendrier de début de hausse des taux, dès, le premier semestre 2022. Troisième point à surveiller, attention à la perte de crédibilité de Christine Lagarde, hein, qui a déclaré encore cette semaine que, l'inflation est transitoire, hein. Vraiment attention. Voilà, hein, bon, Christine Lagarde, elle a un passé, souvent, enfin les analystes, les experts souvent ont eu tendance un petit peu à se moquer d'elle, à l'appeler Madame Lagaffe. Voilà, parce que voilà, elle fait un petit peu des blagounettes, hein, voilà, donc voilà, il faut vraiment, voilà, attention, elle est quand même patronne de la Banque centrale européenne, hein, elle est loin d'être bête. Mais attention, voilà, à ces sorties, qui peuvent faire peur, au marché. Et si jamais on a une perte de crédibilité de la Banque centrale européenne, parce qu'elle fait des sorties un petit peu qui peuvent être jugées, en tout cas, hasardeuses, si jamais elle se contredit ensuite, ça peut faire mal sur la crédibilité, de la BCE et de l'euro, tout simplement. Et en corollaire, hein, dernier point, surveiller la réaction des Allemands, qui sont peu enclins, eux, pour le coup, à laisser filer l'inflation. Ça leur rappelle de mauvais souvenirs, notamment sur la République de Weimar en 1923. Voilà, voilà pour ce que j'avais à dire sur l'actualité, macroéconomique, financière, sanitaire, et sur les marchés, de cette semaine. Voilà, voilà, écoutez, je reviens vers vous dans une semaine pour faire un nouveau point,
et bah, d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, prenez soin de vous, de vos proches. On va croiser les doigts, les pieds qu'il n'y ait pas de nouveau, confinement, hein. Il y aura un conseil de défense, je crois exceptionnel qui aura lieu lundi pour annoncer éventuellement de nouvelles restrictions. Donc voilà, voilà, donc on va croiser les doigts, hein, pour, voilà, pour garder une vie normale le plus longtemps possible. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde.